Cinquième et dernier chapitre de Place au débat au cœur de la fête des solidarités. Au programme, un nouveau débat de société avec cette fois une question d'ordre presque philosophique sur la table. Quelle est la place de la laïcité dans notre société ? Pour y répondre, Djemila Benhabib, journaliste et écrivaine québécoise, Rudy Demotte, ministre président de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre Galland, président du Centre d'action laïque, Nadia Geertz, auteur de plusieurs ouvrages sur le port du voile notamment, et Jean-Philippe Schreiber, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Je vous propose, avant d'entamer ce débat, de regarder une petite capsule vidéo qui a été réalisée par l'équipe de Solidaris. C'est un petit micro-trottoir. Le micro et la caméra s'est baladé dans diverses villes wallonnes et voici ce que ça donne. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion de laïcité ? Ça vous inspire quoi ? La notion de laïcité, je ne vais pas dire une opposition à la religion, mais une demande de ce que la religion ne s'implique pas dans les affaires de l'État. Ce sont quoi pour vous les valeurs de la laïcité, justement ? Les valeurs de la laïcité, c'est qu'on n'est pas prisonnier d'une religion, qu'on a le droit de penser et qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Est-ce que selon toi, ici en Belgique, on ne peut pas porter, quand on travaille pour la fonction publique ou dans une école, on ne peut pas porter de voile ou de signe distinctif de sa religion ? Est-ce que tu trouves ça normal, toi ? Ben non, parce que porter le voile, ça dérange personne, d'après moi. Ou comme par exemple même des chaînes avec par exemple une croix chrétienne, ça me dérange pas du tout, mais je sais pas, apparemment il y a des gens que ça dérange et des fois ils l'interdisent. Pour moi c'est un peu dommage parce que ça ferme des portes à certaines personnes sur certains travails. Comment est-ce que tu expliques qu'on interdit ce genre de choses ? Je pense que c'est un petit peu, ils ont peur à mon avis. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont racistes je pense, mais ils ont surtout peur je pense, c'est tout. Ouais. La laïcité ne jouit pas des mêmes financements comparativement à la religion catholique, à la religion musulmane, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous ? Non, tout à fait opposé au fait d'abord qu'il y ait un financement du culte, déjà. Parce que je trouve que le système français est beaucoup plus laïque. Les dirigeants des religions, les curés, les imams, les rabbins, tout ce que vous voulez, sont quand même payés par l'État. Mon avis, c'est normal parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de religion. Et on se demande ce qui deviendrait s'il n'avait pas de religion. Mais voilà, ce petit micro-trottoir n'a évidemment, comme je le disais, pas la prétention d'être un sondage d'opinion à valeur scientifique, mais il démontre déjà quelque chose, c'est que la laïcité et la façon dont elle s'exprime dans la place publique est sujette à interprétations diverses au sein de la population. Alors c'est pour ça que je voudrais faire d'abord un premier tour de table pour entamer ce débat, un premier tour de scène pour entamer ce débat avec nos différents intervenants, pour vous demander de me citer 5 valeurs qui sont, selon vous, des valeurs propres à la laïcité, histoire de voir si d'abord nous sommes tous d'accord. Selon vous, être laïque, justement, c'est défendre quelles valeurs ? On vous écoute, ça fonctionne. Ça fonctionne ? Mais donc, évidemment, on pourrait aller dans ce que j'ai la tarte à la crème, hein, c'est les valeurs républicaines. On est tous d'accord, on est tous pour les valeurs qui sont nos 3 fondamentaux, la fraternité, la liberté et l'égalité. Mais je trouve que c'est un peu court et quand on réfléchit à ce que sont nos valeurs d'abord, comment est-ce qu'on les exprime ? Et alors, il y a une valeur fondamentale, je pense, dans ce qu'a été la laïcité, dans son histoire, dans son combat, c'est quand même l'émancipation. Aspect que je voudrais souligner, c'est l'humanisme. Alors, on va dire l'humanisme, oui, mais maintenant, aujourd'hui, en Belgique, c'est embêtant parce qu'il y a un parti qui s'est saisi de cette notion de l'humanisme. Mais l'humanisme, tel que je le conçois, c'est justement celui qui permet à une société de reprendre ses racines par rapport à son histoire. Et nos histoires de nos peuples, de l'histoire de ce que nous avons fait à travers le monde, eh bien, vous savez qu'en Europe, à un moment donné, deux anciens grands responsables politiques étaient chargés de faire la Constitution européenne. Ils ont fait un projet, ils ont directement dit, mais nos racines sont chrétiennes. Eh bien, nos racines ne sont pas chrétiennes, elles sont manifestement multiples. Et notamment, nous avons des racines qui sont ancrées dans ce qu'ont été toute l'histoire de la Grèce et toute l'histoire de Rome. Et dans cette histoire de la Grèce et de Rome, eh bien, des gens comme Lucrèce ont été déjà des déterminants historiques pour nous dans toute notre pensée.
On ne peut pas échapper à cette pensée et vouloir la transformer, la trafiquer comme l'ont fait notamment souvent les religions et les sectes, eh bien ça, c'est une aliénation pour la collectivité que nous représentons. Pour moi, la laïcité, c'est vraiment un postulat, une volonté d'égalité entre tous les citoyens, indépendamment de leurs convictions philosophiques, entre guillemets, parce que c'est un mot qu'on aime beaucoup en Belgique, et religieuses. Donc d'abord égalité. Deuxièmement, l'humanisme, bien sûr, c'est-à-dire mettre l'homme au centre, l'homme, l'individu, l'être humain au centre, plutôt que sa vie dans l'au-delà, Dieu, la religion, le salut, etc. Donc c'est l'homme ici, maintenant, au centre. Troisièmement, donc, l'individu, c'est-à-dire, bon, c'est peut-être pas un lieu dans lequel il faut parler d'individualisme plutôt que de solidarité, et pourtant j'ai envie de le faire, parce que pour moi, l'individualisme, c'est une valeur extrêmement positive. C'est une façon de dire que la personne, l'individu, prime sur le clan, prime sur la communauté, prime sur le groupe, qu'on est d'abord soi, et qu'on a le droit d'être soi et de se choisir la vie qu'on souhaite avoir, plutôt que de se conformer à ce que le groupe attend de nous. Et ça, je crois que c'est vraiment une valeur très laïque. Et en 4 et en 5, je mettrai 2 valeurs qui me semblent aller de pair, qui sont l'émancipation et l'autonomie. L'émancipation, c'est-à-dire un mouvement de sortie, justement, de tout ce qui peut enfermer l'individu dans des choses qu'il n'a pas choisies lui-même et qui le déterminent parfois même avant sa naissance ou depuis qu'il est tout petit, des choses qu'on voudrait qu'il soit. Et donc s'émanciper, c'est sortir de ça pour devenir ce qu'on a envie d'être, et pour être donc, in fine, autonome, c'est-à-dire littéralement se donner à soi-même sa propre loi, obéir aux lois, aux règles qu'on a choisies soi-même pour soi, parce qu'on les estime importantes, et pas parce que ce sont les règles qui prévalent dans le clan, dans la communauté, dans la religion, etc. La laïcité nous permet de sortir en fait un peu de notre nombril et de regarder l'autre comme le prolongement de soi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on reconnaît en l'autre la même fraternité. On ne l'exclut pas de l'humanité. Or, lorsqu'on est dans un référent différentialiste, on trouvera toujours des excuses pour essayer d'expliquer une déviation ou une anomalie quelconque. Donc ça pose aussi le problème, donc, si vous voulez, de la justice. Aussi, c'est-à-dire au nom de quoi on rend la justice? Est-ce qu'on la rend au nom des coutumes, des traditions, de la culture, ou bien au nom du droit? Donc finalement, c'est la valeur essentielle du vivre ensemble et de la fraternité entre les peuples. La liberté, l'égalité, la fraternité, l'un étant d'ailleurs le compensatoire ou l'adjuvant de l'autre. Je pense que la liberté sans l'égalité, c'est pas tout à fait la liberté. L'égalité sans la liberté, c'est pas tout à fait l'égalité. Et si ces deux-là cohabitent sans qu'il y ait un sentiment de fraternité, c'est qu'il y a un échec quelque part. Il n'y a pas d'enfant dans ces concepts. Donc, c'est comme ça que je le ressens. Ce triptyque est pour moi la base. Et puis, il y a les mots qu'on voudrait ajouter, les valeurs qu'on voudrait ajouter. Moi, il y en a un qui me vient en tête, c'est le progrès. Je pense que quand on est réellement empreint de progrès, de volonté de remise en cause, l'un est lié à l'autre, il faut forcément être un de ceux qui aujourd'hui se réclament de la laïcité, parce que c'est un élément qui pour moi doit être prononcé, qui est cette volonté de se dépasser, que ce soit à titre individuel par l'individualisme ou dans les ensembles que l'on fait, les ensembles communautaires, qui ne peuvent pas être des ensembles exclusifs. C'est un peu votre propos aussi sur le communautarisme. Et là, j'en arrive à ma dernière valeur, qui est aussi liée à la question que vous me posiez. Alors pour moi, je n'aime pas le mot tolérance pour une raison. C'est que le mot tolérance a quelque chose d'emprunté. C'est presque comme quand on dit « je tolère l'autre ». Je préfère le mot respect, parce que ça met sur un pied d'égalité dans l'appréciation des différences. Encore faut-il évidemment que ces différences portent sur des valeurs démocratiques. Je crois que ce que nous venons d'entendre affiche clairement que c'est quelque chose qui se situe à la fois sur un plan extrêmement émotionnel, c'est notre rapport à la vie, c'est le sens que nous donnons à notre existence, et en même temps, c'est un combat philosophique et politique.
Et donc je ne pense pas qu'il y ait une doxa laïque. Et on a du mal d'ailleurs, les interventions qu'on nous a montrées tout à l'heure des témoins interrogés dans la rue étaient très intéressantes parce qu'à la fois elles montrent la diversité des approches et puis la pertinence d'approches qui sont quelquefois contradictoires. Nous avons tous des manières différentes d'afficher, d'affirmer, de défendre notre laïcité et il est un certain nombre de pays qui se disent laïques et qui définissent dans leur droit cette laïcité de manière très divergente aussi. C'est à la fois un des aspects très positifs, parce que ce mot est plein de sens variés, et en même temps, ça peut constituer une des impasses, à savoir qu'aujourd'hui, quand on sort le mot laïcité, on sent que beaucoup de nos interlocuteurs se cabrent, que le débat est difficile, que nos interlocuteurs donnent un contenu à la laïcité que nous ne partageons pas. Et quelquefois, donc, le débat aujourd'hui sur la laïcité est très difficile. On peut se poser la question de savoir si ce mot, qui date des années 70 du XIXe siècle, n'a peut-être pas fait son temps, et qu'il est peut-être possible d'exprimer ce combat, cette conviction, cet humanisme, avec d'autres mots qui sont peut-être plus en rapport avec ce qu'est l'état de notre société aujourd'hui. Je voudrais peut-être vous poser une question à vous, Nadia Geertz. Vous avez une certaine expérience dans le monde de l'enseignement. Le regard que vous portez, vous, selon votre expérience, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes sont mobilisés par ces débats, par ces valeurs, par cette réflexion que vous nous avez présentée tous ensemble il y a quelques instants? Mais, très honnêtement et très malheureusement, non. Bon, ce que je dis est un petit peu lapidaire, évidemment, il faudrait nuancer, mais c'est vrai que, et là je me baserai plutôt sur mon expérience de conférencière, il faut bien reconnaître que quand on roule sa bosse un petit peu partout en Belgique et ailleurs pour faire des conférences dans des milieux laïques, mais très souvent la moyenne d'âge est quand même relativement élevée. Ça, je pense que c'est un constat que nul ici ne pourra démentir. Et je crois que c'est dû à une mauvaise perception de la laïcité dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et sans doute qu'il y a un gros travail du monde laïque à faire à ce niveau-là, que la laïcité est contre, qu'elle est offensive, qu'elle est agressive, qu'elle n'est pas tolérante, qu'elle n'est pas respectueuse. Et le problème, je crois, c'est qu'aujourd'hui, dans la jeunesse particulièrement, il y a cette idée qu'il faut être respectueux. Et on ne s'interroge pas sur l'objet du respect. C'est-à-dire que pour moi, oui, bien sûr, le respect, c'est essentiel. Mais le respect de quoi? Le respect des personnes. Pas le respect des idées. Le respect des idées, pour moi, c'est un chancre, c'est un cancer. Si on commence à respecter les idées, on ne discute plus, on ne débat plus. Je pense qu'il y a effectivement, dans le questionnement central de la laïcité, qui est le vivre ensemble, il y a deux types de réponses aujourd'hui qui sont apportées par les sociétés européennes et extra-européennes, qui sont d'une part de dire il faut organiser le vivre ensemble sans tenir compte des convictions des uns et des autres, c'est-à-dire faire une séparation radicale entre ce qui est du domaine de la sphère privée, de l'intime, c'est-à-dire ce que je crois, ce que je pense profondément, et d'autre part l'État, la façon dont l'État est géré. Donc ces gens-là, c'est ce que j'appelle moi les laïcs, donc qui ont une vision républicaine, universaliste et séparatrice. Et de l'autre, ceux qui disent la laïcité, c'est être tolérant, c'est aimer tout le monde et c'est organiser le vivre ensemble en tenant compte des convictions des uns et des autres. Et là est la vraie fracture. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un problème dans l'enseignement parce qu'on est quelque part à la croisée des chemins. Et notre proposition aujourd'hui, c'est de dire, c'est à faire des cours de morale ou de religion dans l'enseignement, tant public que privé. En fait, c'est un résultat d'un accord qui a été passé, voilà, plus de 50 ans avec le pacte scolaire, mais qui, en soi, ne correspond plus à la réalité de nos sociétés. Et qu'aujourd'hui, il serait temps peut-être de sortir de ce chemin-là pour en trouver un nouveau, et que ce nouveau chemin, c'est d'imaginer des cours dans lesquels on puisse aborder avec les jeunes, avec les enfants, dès le plus jeune âge, les questions philosophiques essentielles. Les questions philosophiques, mais aussi les questions de civisme. Qu'est-ce que c'est que le civisme? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté dans une société? Et enfin, de partager, non pas chacun cloisonné dans sa religion ou dans le cours de morale, mais un cours d'histoire des religions qui permettent à chacun des enfants de découvrir ce que l'autre a comme conviction, parce qu'il est né dans ce milieu-là, parce qu'il vient d'une parenté musulmane, ou vient d'une parenté chrétienne ou orthodoxe, et qu'il puisse connaître quelle sera cette histoire de l'autre, pour favoriser ce vivre ensemble. Rudy Demotte, je ne peux pas ne pas passer à côté de cette perche. Imaginons que nous nous retrouvions ici l'année prochaine, même moment, donc les élections passées.
Est-ce que vous pouvez vous projeter dans votre peau à ce moment-là et nous dire que pensez-vous de cette proposition de Pierre Galland de revoir ce pacte scolaire? Est-ce que ça permettrait de favoriser ce vivre ensemble? Est-ce que ça peut avoir du sens selon vous? Toutes les générations de politiques depuis au moins 20-30 ans le disent. Mais le problème, c'est de le faire. Et là, on est devant des tabous. Parce que les piliers communautaires dans ce pays sont des piliers véritablement très solides. Et quand on propose, déjà dans l'enseignement public, de rassembler les réseaux de l'enseignement public, on dit, mais si tu le fais, Rudy, c'est parce que tu vas faire des économies dans le public, et c'est le privé catholique qui va en bénéficier. Donc, on sent que c'est un sujet extrêmement difficile. Et puis, il y a les verrous constitutionnels, aux 2/3. Ce sont des choses qu'on a coulées dans le béton. On parlait tout à l'heure de la relation du mot à l'action. On disait, c'est pas parce que c'est inscrit dans la Constitution que c'est vrai. En tout cas, pour les valeurs, c'est ainsi. C'est vrai qu'on peut dire qu'on est démocratique dans une Constitution et faire exactement l'inverse. On l'a vu dans les démocraties populaires à certains moments. Mais ici, le verrou, il est dans le maintien des situations existantes. Pour changer la relation à cette liberté d'enseignement, il faut 2/3 des parlementaires qui disent « on le fait ». Et ça, c'est un enjeu sur lequel je ne peux pas me prononcer maintenant, parce que les rapports de force, ici et maintenant en Belgique, ne sont pas à ça. Je pense que la gauche a confondu en partie le débat par nécessité de vouloir défendre les plus démunis. Et qu'elle a confondu la question qui était ces racinelles qui sont laïques, qui sont fondées sur la séparation de l'Église et de l'État, et un tas d'endroits où, pour rencontrer ce problème de la précarité d'une partie de la population d'origine maghrébine, etc., et pour aller aux élections, finalement, l'électoralisme a parfois couvert de manière tout à fait stupide, entre guillemets, c'est mon avis, la question de fond, de savoir comment est-ce qu'on crée le multiculturalisme, quelles sont les règles du jeu entre nous et comment on va leur résoudre les problèmes qui peuvent exister et qui existent réellement. On est devant un grand chantier, je trouve, ce qui est extraordinaire. Hein? C'est un chantier énorme dans lequel on a commencé tout à l'heure par parler quelles sont nos valeurs. Et là, on se retrouve, c'est si on est capable d'échanger sur ce que sont les valeurs et comment est-ce qu'on les traduit après ça, parce que la force de la laïcité, ça a quand même été de créer la République. Tout laïc est d'abord républicain. C'est toujours embêtant de dire ça quand on est dans un pays où il y a un roi, mais enfin, tout laïc est d'abord républicain. Parce que c'est la res publica qui gère la société, qui fait qu'on va se battre pour faire en sorte qu'on ait des lois qui soient toujours plus respectueuses d'autrui, des femmes dans ce qu'elles sont, des hommes dans leurs différences, de l'enfant, etc. C'est tout le progrès qu'on fait au fur et à mesure par les conventions internationales qu'on signe et tout. C'est quand même ça la force. Ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de l'Europe, c'est la même chose. Et si tu me permets 30 secondes, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'au niveau européen, justement, et ce qui pose problème, lorsque tout à l'heure je discutais avec ma professeure de morale, là, eh bien, c'était que quand vous êtes à l'Europe aujourd'hui, si le débat était clair, que si on avait en face de nous des gens, je vais vous dire, honnêtes, des gens honnêtes, eh bien, je suis désolé, les gens qui représentent les religions, lorsque vous êtes à l'Europe aujourd'hui, ce sont des intégristes. Au même titre que vous avez des intégristes dans le monde musulman, quand vous êtes à l'Europe, ces intégristes musulmans ne sont pas encore là. Mais les intégristes catholiques, je les rencontre tous les jours. Les intégristes orthodoxes, je les rencontre tous les jours. Les intégristes protestants, évangélistes, pentecôtistes, je suis confronté à eux tous les jours parce qu'eux essayent, et ils ont des objectifs. Ils ont des objectifs clairs de faire en sorte qu'on modifie la règle européenne pour permettre l'objection de conscience. Objection de conscience contre quoi? Eh bien, des médecins, 80% des généralistes italiens aujourd'hui signent objection de conscience contre l'avortement. Pour qu'on signe et qu'on protège les pays qui ont adopté la loi sur le blasphème. Pour qu'on ne puisse pas financer les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Et là, ils sont organisés avec des moyens énormes que nous n'avons pas. Et la laïcité, dans son individualité, le respect de l'individu, etc., eh bien, malheureusement, nous n'avons aucune capacité organisationnelle suffisamment forte que pour faire confronter et faire contrepoids face aux institutions européennes qui sont alors sous l'influence de ces grands courants religieux qu'ils respectent parce que, ce que j'ai constaté dans tous les pays du tiers-monde,
c'est que les religions ont une intelligence fine, séculaire, de se vendre comme étant des instruments de pacification sociale. À travers le monde entier, les religions ont toujours négocié avec le pouvoir une capacité de pacification sociale et ils se vendent comme étant de bons relais pour l'éducation, de bons relais pour la santé, de bons relais pour les organisations de jeunesse et l'encadrement des jeunes. Ils ont fait ça historiquement partout. Eh bien, aujourd'hui aussi, à l'Europe, c'est ce qu'ils font sans arrêt. Et ils vous disent, sans nous, c'est le désordre. Avec nous, c'est l'ordre. Quand on dit ordre, moi je pense toujours fascisme. Et je regrette, beaucoup de religions n'ont jamais fait que cela. Au niveau de l'Europe, le problème, il n'est pas pas seulement, dans les intégristes qui fréquentent assidûment les couloirs de l'Europe. Il est aussi dans tous les idiots utiles qui leur servent de faire valoir, dans tous les politiques qui organisent, et ça je vois quand même bien qu'on l'oublie jamais, un dialogue aujourd'hui qui doit être transparent et régulier avec les cultes au niveau européen. Donc il y a obligation au niveau du Parlement européen de dialoguer avec les cultes. Au nom de quoi ? Je vous le donne en mille, au nom d'une vision complètement sclérosée, éculée, et enfin, à côté de la plaque à mon sens, du respect. Il faut respecter les convictions des uns des autres, donc il faut se mettre autour de la table et on va avoir un catholique, on va avoir un musulman, on va avoir un bouddhiste, un orthodoxe et un malheureux petit laïco-athée, on ne sait pas très bien, qui va évidemment toujours être perdant dans le tas. Le problème, il n'est pas, à mon sens, de se battre pour que les laïcs soient présents. Le problème, il est de se battre pour que les religieux soient absents. Ils n'ont rien à faire dans le débat politique. Et ça implique le retrait des convictions individuelles dans la sphère privée. Et on est malheureusement loin de là. Et quand on parle de la France et quand on dit la France, blabla, la France ceci, la France cela, moi j'ai envie de défendre la France. Parce que bien sûr, ce n'est pas un modèle parfait. Mais c'est un pays qui a l'avantage d'avoir, dans ses textes fondateurs, le mot laïcité. L'universalisme vient se heurter au communautarisme. Et le communautarisme, c'est le ferment premier du phénomène religieux. Religare, c'est relier des groupes communautaires entre eux. Maintenant, il y a un deuxième problème que nous avons, nous laïcs, c'est effectivement que dans l'approche philosophique de la laïcité, parfois, l'absence de place pour l'incertain et la transcendance crée dans le chef de ceux qui n'ont pas de certitude un doute d'adhésion, en se demandant est-ce que cette laïcité qui est ouverte, qui est dans la recherche du respect des autres et qui affirme ses valeurs, a une place pour moi? Ma réponse est oui. Je pense que la laïcité, elle est ouverte à tout qui veut effectivement se trouver dans l'adogmatisme. Parce que pour moi, c'est un des mots qui est important, c'est refuser le dogmatisme d'une foi, d'une conviction absolue, et donc ne pas se trouver dans une négation absolue de valeurs qui sont des valeurs qui doivent laisser aussi une place. Je sais que c'est un débat difficile, mais une forme de transcendance pour ceux qui le veulent. C'est ici, dans cette partie du monde où l'on a poussé la laïcité aussi loin que possible, mais la laïcité, elle appartient à tout le monde. La laïcité, elle a des ailes. Et c'est ce que beaucoup d'Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. Et je conclurai par dire tout simplement que l'on a commencé sur les valeurs, mais non fini sur le débat politique. Parce qu'il ne s'agit que de cela. Il s'agit de mettre hors jeu les religions. Or, politiquement, nous n'y arrivons pas. Nous avons du mal. Et la dérive à laquelle nous assistons actuellement, c'est que les sociétés occidentales, au lieu de tendre vers justement la laïcité, elles sont petit à petit en train de se multiconfessionnaliser. C'est-à-dire que chacun, finalement, que chaque culte a le droit de prendre parti autour de la table politique. C'est-à-dire que ça devient des acteurs politiques. Or, on est très très loin de la laïcité, parce que la laïcité, justement, c'est tenir le plus loin possible les religieux du débat public et du débat politique. Ils n'ont rien à faire dans le débat politique. Le vivre ensemble, ça se discute entre citoyens et non pas entre croyants. Que si on isole la laïcité, le combat laïque, et qu'on s'en tient
aux droits de l'homme, et bien sûr, il y a une universalité des droits de l'homme, il n'y a pas des droits de l'homme musulmans, il n'y a pas des droits de l'homme africains, il y a une seule manière de considérer les droits de l'homme. Mais si on s'en tient à ça, ça ne va pas. Je pense que la laïcité doit être progressiste, c'est-à-dire que ce combat doit être inscrit dans un combat pour davantage de dignité sociale, pour un combat contre l'horreur économique du capitalisme sauvage qui est à l'œuvre aujourd'hui, doit s'inscrire dans la lutte pour l'émancipation des individus et des peuples. Je crois que ce sont des éléments essentiels. La laïcité ne peut pas être isolée de ces combats-là. Et on voit aujourd'hui, en effet, il y a deux lieux où ça se joue et où se joue cette arrogance de clans religieux, convictionnels. C'est au niveau européen et c'est à l'ONU. Et aussi bien au plan européen qu'à l'ONU, on légitime les religions et les convictions comme des gendarmes moraux, mais il y a aussi cette manière très néolibérale de vouloir leur concéder une part du terrain social. C'est cette vieille antienne de l'utilité sociale des églises qui est à la base de la justification, en Belgique notamment, de leur financement par les pouvoirs publics. Et c'est une manière de dire, et c'est ce que nous font comprendre tous les jours les dirigeants européens, c'est une manière de dire, eh bien, dans un certain nombre de secteurs, nous pouvons abandonner aux églises, parce qu'elles ont, et aux églises au sens large, parce qu'elles ont l'autorité, l'expérience, et parce qu'elles ont la sagesse et qu'elles donnent du sens, on peut leur abandonner un certain nombre de fonctions. En Allemagne, les églises sont le deuxième employeur après l'État et assurent des fonctions éducatives, sociales et sanitaires qui devraient appartenir au pouvoir public, au pouvoir civil. Et donc je crois que c'est un combat progressiste que de dire il faut que l'État revienne à ses attributions, reprenne ses attributions, en particulier dans ces domaines-là, et ne les abandonne pas à des tiers, ne privatise pas vers des tiers, en l'occurrence des opérateurs religieux, ce qui doit être au cœur des fonctions de l'État. C'est pour ça que je considère que la laïcité est avant tout un projet progressiste. Bien, merci.